Bonjour et bienvenue dans cette matinale de Global Software. Je suis Milan Gérard, l'organisateur de cette matinale dont le thème aujourd'hui sera sur la modélisation d'un mur de soutènement en béton armé. Donc on verra quelques particularités des types d'objets dans RFM6 pour modéliser ce type d'ouvrage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avec la plateforme GoToWebinar à poser vos questions directement dans la zone des... Très bien. Nous allons rentrer dans le vif du sujet directement en ouvrant le logiciel RFM6 qui apparaît ici à votre écran. Et nous allons créer un nouveau modèle. Pour cela, nous allons dans le menu Fichier, Nouveau. On a une boîte de dialogue qui apparaît. On va sélectionner un nom du modèle, donc tout simplement mur de soutènement. Et on va sélectionner un modèle type. Donc, pour la dernière matinale, on avait vu la création d'un nouveau modèle à partir d'un modèle type. Donc, on avait vu qu'en créant un modèle vide par défaut, ça prend les propriétés des derniers modèles enregistrés ou créés, alors qu'en prenant un modèle type, ça prend vraiment les paramètres d'un modèle qu'on choisit. En l'occurrence ici, un modèle en béton armé avec dans lequel nous avons déjà enregistré des paramètres de modèle type pour le béton armé, à, à savoir la désactivation de solide, l'activation de la vérification du béton avec les normes françaises. Ok. Donc, une fois qu'on valide, on peut vérifier dans nos objets si on a bien les matériaux qu'on souhaite avec les sections, les épaisseurs. Ici, j'ai bien du béton et des aciers d'armature. Et aussi, pour la vérification du béton, on retrouve des paramètres déjà prédéfinis. Donc, nous allons créer un mur de soutènement qui aura une forme de L pour sa première partie et une dalle qui viendra se reposer dessus tout simplement. Sans connexion rigide, on verra ça après. Donc on va d'abord créer le pied de l'assise avec une nouvelle surface de type rectangulaire. On peut venir directement dans la barre d'outils ici pour insérer une surface de type rectangle. On peut également passer par les objets de base, surface, plan, graphiquement, et on peut retrouver. Donc si jamais vous êtes perdu dans les barres d'outils, vous pouvez toujours passer par les menus d'insertion ou de modification. Comme nous avons déjà prédéfini les matériaux et les épaisseurs avec le modèle type, on peut directement cliquer sur OK. Cependant, on va désactiver les propriétés de calcul. En effet, les propriétés de calcul, c'est les onglets qu'on voit ici. En désactivant cette option, on a les onglets qui sont désactivés. Voilà. Alors, on peut sélectionner l'origine et on va sélectionner un point ici. Alors, comme le point va être assez proche, on peut zoomer pour sélectionner le point à 3 mètres en Y. OK. On va créer le L, cette fois-ci en partant de cette surface créée et en la tournant autour d'un axe défini. Donc je sélectionne la surface, on peut faire un clic droit dessus, manipulation et pivoter. Je vais donc créer une copie, j'active l'option correspondante avec un angle de rotation de moins 90 degrés. L'axe de rotation, ce sera l'axe Y qu'on voit ici, avec le point de référence que je peux sélectionner ici. Et on clique sur OK. On a bien notre surface qui a été copiée en étant tournée. OK.
On va définir une nouvelle origine pour la grille de ligne. Donc la grille de ligne, c'est ce qu'on voit ici. Et pour l'instant, elle est au point 0, 0. Et on va la définir au point de notre nouvelle surface, ici le nœud numéro 6. On va donc sélectionner ici, dans la barre d'outils, définir graphiquement une nouvelle origine de la grille. On peut sélectionner le nœud numéro 6, OK, et on voit que l'origine du plan de travail est bien située sur ce nouveau nœud. OK. On va sélectionner la ligne plus les deux nœuds avec une sélection lasso. On peut faire un clic droit dessus, manipulation, déplacer, copier. On va déplacer vers le haut, donc de moins 1 mètre par exemple, les nœuds. Voilà. Ok, on va créer maintenant la dalle qui va venir se reposer dessus. On va donc créer une nouvelle surface rectangulaire. On désactive également les propriétés de calcul. Elles le sont par défaut avec les dernières propriétés qu'on a modifiées. Ok. On peut sélectionner le milieu ici de la ligne, donc qui correspond à la nouvelle origine du plan de travail. Et on peut sélectionner un point ici à 4 mètres par exemple. Ok, on fait un clic droit pour quitter et on a ici déjà à peu près la forme de notre mur de soutènement. Pour bien comprendre le rendu qu'on va vouloir donner, on va modifier le type d'affichage. En effet, ici, si on se met en vue transversale, on voit que la création de nos surfaces se fait par rapport à l'axe de la surface, qui est référencé du coup par les lignes et les nœuds. L'épaisseur n'est pas modélisée. Donc c'est juste une question d'affichage. On va pouvoir faire apparaître l'épaisseur. Pour cela, on va dans le navigateur Afficher, en bas à gauche. On peut faire un clic droit dans le navigateur, cliquer sur Tout réduire pour voir tous les grands menus de catégorie de ce navigateur. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est l'avant-dernier, rendu graphique, modèle, rendu solide, pour les surfaces, rempli avec épaisseur. Et si on active, on voit bien ici l'épaisseur réelle des dalles qui est visible. Donc on peut également désactiver l'option transparent pour avoir une modélisation de notre dalle. Voilà. Donc nous ne souhaitons pas encore modéliser ce type de dalle, c'est-à-dire avec une connexion rigide à ce nœud. On veut que la dalle ici soit tout simplement posée sur le mur de soutènement. Donc pour qu'elle soit simplement posée, on va créer un corbeau pour ce mur de soutènement. On va donc décaler un peu la fin de cette dalle pour qu'elle se repose sur ce corbeau. Et on va jouer sur les deux épaisseurs de ces surfaces pour ajuster précisément une face en dessous de l'autre. Ok, on va pouvoir réactiver le mode rempli par défaut en transparent. Ok. Donc, nous allons copier la ligne d'extrémité ici pour pouvoir avoir la nouvelle extrémité de notre corbeau. Donc, on peut faire un clic droit sur cette ligne, cliquer sur Manipulation, Déplacer, Copier. On va activer et créer une copie avec un vecteur de déplacement de 0,15 m et 0 en Z. Ok. On a créé une copie de notre ligne qui vient ici dans la dalle. Et pour pouvoir créer un corbeau en plus de la dalle, on va tout simplement diviser la surface à partir de cette ligne.
Pour cela, je peux faire un clic droit sur la surface et directement cliquer sur diviser la surface avec des lignes d'intersection. Ok, on a bien une surface ici et une surface ici qui a été créée. Cette surface, on va la déplacer vers le haut. Donc, on fait un clic droit dessus, manipulation, déplacer, copier. On désactive la création d'une copie puisqu'on veut déplacer la surface. On remet 0 en déplacement X et en Z, on va mettre moins 0,2. Donc, sachant que les dalles font chacune 20 cm d'épaisseur, en mettant moins 0,2 mètres de déplacement, on aura bien une dalle qui arrive sur le corbeau. Ok. Très bien. Et on a ici à peu près le rendu qu'on veut. On va juste donner une assise assez large. Pour cela, on va sélectionner la ligne et les nœuds ici et déplacer. Donc, pareil, clic droit dessus, manipulation, déplacer, copier. En X de 35 cm. Et on n'oublie pas de mettre 0 en Z. OK. On peut cliquer sur OK et réafficher en rempli avec épaisseur. On a bien une dalle qui repose directement sur le corbeau. On peut désactiver la grille également. Pour désactiver la grille, vous pouvez cliquer ici dans la barre d'état en bas. OK. Et on voit bien ici le mur de soutien. OK. On verra que cela ne suffit pas, puisque si on regarde le modèle, donc déjà, il nous manque des appuis pour que le modèle soit moins stable. Et même si on applique des appuis à cette structure, on n'a aucune connexion avec la dalle ici. Donc, il va falloir créer une connexion entre la dalle qui repose sur le corbeau. On verra ça juste après. On va créer un appui surfacique. On peut venir directement dans la barre d'outils, assigner un appui surfacique. On va créer un nouvel appui en cliquant sur le bouton avec l'étoile jaune. On va fixer les translations. Et en Z, on va mettre une non-linéarité avec échec si la contrainte de contact est négative. En effet, si les surfaces s'éloignent les unes des autres, donc contrainte de contact sigma z négative, nous avons un échec. Donc ça correspond à un comportement où les dalles se reposent l'une sur l'autre. On peut sélectionner ici OK, OK, et on peut sélectionner l'appui surface. Donc ainsi, si j'ai mon appui qui se repose bien sur le sol, l'appui pourra retenir la dalle, mais si j'ai un soulèvement, donc une contrainte de contact négative, le sol ne pourra pas retenir la fondation. Ok. On va également créer un appui linéique pour la dalle. Donc, à côté de l'option de création d'appui surfacique, on a la possibilité d'assigner un appui linéique. On clique dessus, on va garder le type d'appui articulé par défaut. OK, et on va l'appliquer à cette extrémité. Très bien. Et donc maintenant, on va insérer un objet spécial, donc qui est le contact entre surfaces. Pour cela, je vais dans le menu insérer, objets spéciaux, contact entre surfaces, boîte de dialogue. On doit sélectionner les surfaces qui vont être en contact. Donc les surfaces du groupe 1, on peut venir et cliquer ici, sélectionner graphiquement. On va sélectionner la surface 5. On clique sur OK. Et la surface du groupe numéro 2, on peut venir sélectionner graphiquement
et sélectionner ici le cordon. OK. Et maintenant, on va choisir le type de contact entre les surfaces. On va pouvoir cliquer sur créer un nouveau type. Et là, pour bien comprendre, pour l'instant, je laisse par défaut les options pour le contact perpendiculaire et pour le contact parallèle. Donc avec une transmission complète de l'effort. Donc pour l'instant, je valide tout simplement et on verra qu'après on va modifier pour donner un comportement différent. Si je reviens ici, j'ai bien une modélisation de la zone d'emprise de contact entre les deux dalles qui va se réaliser. OK. Il nous reste à appliquer les charges surfaciques. Pour ce type de structure, on va utiliser des paramètres, puisque les charges vont devoir être calculées en fonction des paramètres. Donc, on peut aller dans le menu Modifier et cliquer tout en bas sur Paramètres globaux. Donc, on va définir un premier paramètre qui s'appellera H, qui va être une longueur d'une valeur de 1,5 m et qui correspondra à la hauteur de terre pour le mur de soutènement. On aura un deuxième paramètre qui s'appellera KA, qui sera de type facteur. Donc on peut sélectionner ici dans les listes, comme ça j'ai pas d'unité ici, avec une valeur de 0,33. Et donc ici, ça correspondra au coefficient de poussée. Et enfin, un dernier paramètre, D, qui correspondra à un poids spécifique de 18 kN par mètre cube. Et qui correspondra donc à la masse volumique de la Terre. OK. On peut valider et on va voir que l'intérêt de créer ces paramètres, c'est qu'on peut les retrouver après dans le logiciel pour toute autre utilisation. Donc, on va venir créer ici une nouvelle charge surfacique en sélectionnant là la barre d'outils. Et pour la grandeur de charge, on va cliquer ici sur la petite flèche de droite pour indiquer une formule. Donc, modifier la formule et on peut indiquer avec le clavier D fois H. Pour mettre le fois, il faut bien mettre l'astérix. D fois H et j'ai bien une valeur de 27 kN par mètre carré. OK. Dès que vous avez des formules, elles sont reconnaissables ici avec un petit triangle jaune en haut à gauche. OK, et on peut appliquer ici sur la surface. OK. Donc, on a bien appliqué notre charge de terre sur la semelle. On va appliquer aussi la poussée sur l'autre surface. Donc, on peut réappuyer sur la touche Entrée. Ça va nous appeler la dernière fonction utilisée, donc une charge surfacique. On va juste modifier la distribution de charge. En effet, on va avoir une charge linéaire en Z avec une direction de charge en X. OK. Pour choisir une charge linéaire en Z, on voit ici qu'on doit prendre deux points de référence, P1 et P2. Donc, on peut directement sélectionner graphiquement les deux nœuds. Donc, on va sélectionner le nœud 6 ici pour le premier point de référence et le nœud 3 ici pour le deuxième point de référence. Et donc, la grandeur de charge pour P1, ce sera 0. Et la grandeur de charge pour P2, ce sera une formule qui sera D fois H fois KA. OK. On valide. OK. Et on peut sélectionner la surface qui va être poussée par la Terre. Voilà. Donc, ça va permettre de voir si on a bien un équilibre sur ce mur de soutien. Très bien. On va activer les propriétés de calcul pour la surface qui nous intéresse, ici la dalle. Donc on peut double-cliquer dessus. On va réactiver les propriétés de calcul pour cette surface et on voit donc plusieurs propriétés.
Donc l'enrobage du béton qui est calculé automatiquement en fonction de la durabilité par défaut étant du XC1. On voit ici qu'on peut modifier la durabilité en fonction du type d'exposition pour les armatures et pour le béton, et également d'autres options d'enrobage. On aura ensuite l'onglet propriétés de vérification du béton qui donnera la direction des armatures principales, donc par défaut en X, les armatures de surface que l'on va modifier, les configurations de calcul et les critères de flèche. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est uniquement les armatures de surface. On va pouvoir cliquer ici sur créer une nouvelle armature de surface. On va faire comme la première matinale sur le béton armé avec des armatures automatiques. Donc on peut sélectionner ici le diamètre automatique avec un diamètre minimal rapporté à 6 par exemple. On laisse l'espacement à 0,15 et on active les armatures transversales avec les mêmes paramètres. Donc, automatique avec un diamètre minimal de 6. OK, on valide et on peut valider notre surface. On voit ici les armatures qui sont indiquées par un treillis avec des critères automatiques en haut, en partie inférieure et supérieure. On va pouvoir afficher le maillage. Donc, si j'affiche le maillage ici, le maillage n'a pas encore été généré. Souhaitez-vous le générer? Oui. On va pouvoir afficher le maillage. Donc, on voit le maillage ici sur le modèle. Si c'est pas très net, on peut désactiver le modèle. Voilà. On voit le maillage qui correspond à notre surface. Il est un peu grossier. On va le diminuer. Donc pour cela, on peut aller dans le menu calculer, paramètres de maillage. On va le mettre à 0,1 et on va cliquer sur OK et appliquer. Voilà, on a un maillage un peu plus resserré au niveau de nos surfaces. OK, je vais réafficher le modèle et me remettre en modèle transparent. Très bien. On va pouvoir d'ailleurs masquer le maillage. OK. On a ici seulement certaines combinaisons puisqu'on a pris en compte que du poids propre et on va pouvoir passer à la vérification du béton. Donc pour la vérification du béton, on peut passer dans le tableau, sélectionner la dernière série de tableaux. On va désactiver les 3 ELS pour passer uniquement à une vérification ELU. On va désélectionner certains objets à calculer, donc dans l'onglet correspondant, comme les nœuds de poinçonnement ici. Et dans l'onglet configuration pour le LU, on peut double-cliquer sur la ligne pour voir les configurations. Donc au niveau des méthodes de calcul, on a ici par défaut en optimisation. Donc ça fonctionne pour les surfaces de type dalle, donc soumis à une contrainte de traction ou plus, ou aucune optimisation qui est recommandée pour les composants majoritairement en pression. Donc pour les dalles et pour les voiles. Ensuite, pareil, on a des armatures longitudinales maximales pour les dalles ou les voiles, ou d'autres critères de limite d'air d'armature également. Nous ici, ce qui va nous intéresser, c'est les armatures minimales. On va choisir normalement par défaut les directions avec la traction principale dans l'élément et non pas dans toute la surface. OK. On va afficher les résultats ici pour la vérification du béton. Les résultats de vérification du béton sont introuvables. Souhaitez-vous lancer le calcul? Oui. Donc, on a une combinaison qui se lance et la vérification du béton également. OK. Donc, on a des messages d'avertissement, mais uniquement en fait sur des objets qui n'ont pas été calculés. En effet, ils étaient
pris en compte dans les objets à calculer, mais ils n'ont pas du tout de propriété de calcul d'activer et ils n'ont pas d'armature aussi attribuée. Donc voilà uniquement les messages d'erreur. On pourra les désactiver pour ne plus avoir ce message d'erreur après. On va aller dans le deuxième tableau, ratio de vérification sur les surfaces, et ici on peut voir tous les critères de vérification sur les surfaces. Alors on va voir principalement que le dimensionnement se fait sur le détail des barres d'armature, sur les armatures minimales ici. Donc on voit également qu'on a plusieurs vérifications sur le détail des barres d'armature. On peut désactiver l'affichage de ces vérifications en cliquant sur le bouton ici. Donc si on désactive le bouton, on a juste les vérifications à l'ELU. Voilà. Si on veut afficher le ratio max, on peut cliquer ici sur le filtre et on a le ratio max des vérifications. Voilà. Et également, vous le saviez sans doute, si vous double-cliquez sur une vérification, vous avez accès ici aux paramètres d'armature, d'efforts normaux, d'efforts de calcul, pardon, et aussi toutes les listes des formules de calcul. Ok. Donc, si on affiche les détails d'armature, on voit ici, sur les armatures minimales, les dimensionnements sur les zones d'interaction qui est effectué. On peut l'afficher également sur les vérifications de surface, ici. Voilà, les vérifications dans l'élément. Ok, donc nous, ce qu'on souhaitait voir, c'est surtout le comportement de la dalle sur le mur du soutènement. Donc, pour cela, on va retourner dans l'analyse statique qu'on peut sélectionner ici dans le navigateur résultat. Et on voit ici, par défaut, les déformations globales. Donc, si on se met en Y, on peut activer ici l'animation. On voit que les deux surfaces se déforment en même temps. Pareil en X. On a ici un déplacement qui se fait sur les deux. Ok. Or, on souhaite avoir seulement la dalle appuyée sur le corbeau. Là, on voit que c'est le corbeau qui s'incline dû à la flexion du mur de soutènement qui amène la flexion de la dalle. Donc, on veut modifier ce comportement. On va donc sélectionner le contact entre surfaces qui est modélisé ici par la zone avec les pointillés et on va modifier le type de contact entre surfaces. On a plusieurs critères donc pour les contacts perpulaires, soit transmission complète de l'effort, soit échec en compression, soit échec en traction. Donc, nous, on va vouloir choisir un échec en traction. En effet, dès que les deux surfaces s'éloignent l'une de l'autre, elles ne seront plus maintenues. Et pour ce qui est du contact parallèle, vous voyez qu'on peut avoir plusieurs choses, soit une rupture sur le contact perpendiculaire est en échec. Donc dans ce cas-là, dès qu'on a un échec en traction, même le contact parallèle aux surfaces est en échec également. Soit on reste sur une transmission complète des efforts parallèles, soit friction rigide, friction élastique ou comportement de surface élastique. Nous, on va sélectionner friction rigide. Dans ce cas-là, on a un nouvel onglet qu'on peut sélectionner en donnant un coefficient de friction. Donc, pour avoir vraiment un faible frottement, on peut mettre une valeur à 0,001. OK. On valide, tout simplement. On va relancer la vérification du béton. Pour cela, on peut aller dans le tableau vérification du béton. Objet à calculer et on va juste désactiver tout calculer. On va uniquement sélectionner notre surface numéro 5 qui est bien à calculer. Ok, on peut afficher les résultats.
et le calcul se fait. OK. Donc là, on est sur les résultats de vérification du béton. Si on se remet tout simplement sur l'analyse statique, OK, on va se remettre en modèle filaire. On voit un comportement différent. Donc ici, voilà, j'ai une surface qui se déplace beaucoup plus par rapport à l'autre. Et j'ai bien un glissement qui se fait entre les deux surfaces. On peut le voir surtout si on met les déformations en X. Voilà, en X, j'ai aucune déformation de la part de la dalle qui est tout simplement posée. Très bien, on va pouvoir tourner sur la vérification du béton. Afficher quelques valeurs, notamment si on affiche les armatures sur les surfaces, donc les armatures requises par exemple. Très bien. On voit ici les armatures avec une grande partie en bleu, donc on peut afficher les valeurs sur les surfaces pour voir quelles sont les différentes valeurs. On voit qu'on n'a pas beaucoup de valeurs, donc c'est qu'elles sont masquées. On peut aller ici dans les paramètres des valeurs sur les surfaces pour désactiver les filtres de valeurs des surfaces. Et on voit ici l'espacement des différentes valeurs de surface. Donc cet espacement, en fait, c'est lié à la surface. Pour pouvoir modifier, on peut double-cliquer sur la surface. Ici, dans l'onglet grille, on peut modifier l'espacement de grille à 0,25 par exemple pour afficher plus de valeurs. Voilà, on voit directement ici les résultats. OK. On peut également jouer sur d'autres paramètres dans ce navigateur, notamment sur le type d'affichage, en activant les zones grises. Donc ça permet de voir toutes les zones qui sont à 0 pour ces armatures. Pareil pour d'autres armatures, etc. Donc ça, c'est les zones grises. OK. On peut réafficher aussi le détail sur les armatures minimales qu'on avait vues tout à l'heure et qui sont maintenant ici plus faibles. On voit ici les détails de ces armatures qui sont à 0 maintenant pour cette direction. OK. On peut désactiver les valeurs sur les surfaces et finir cette présentation avec ce qu'on a vu de plus important ici sur le semure de soutènement, le contact entre surfaces. OK. Donc, merci d'avoir suivi cet exemple de mur de soutènement pour cette matinale. N'hésitez pas à aller sur notre site pour accéder aux services en ligne gratuitement, comme des modèles à télécharger de ce type qui peuvent vous donner des idées sur des modélisations à réaliser. Également nos vidéos et notre version d'essai disponible pour essayer. Vous pouvez nous contacter directement par téléphone ou par adresse mail pour avoir plus d'informations, plus de renseignements, que ce soit technique ou théorique sur des options de modélisation du logiciel, les capacités du logiciel, etc. Merci à tous d'avoir suivi cette matinale et je vous donne rendez-vous à la prochaine matinale. Bonne journée.